L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval, inscrits aux études supérieures, l'Allier, en collaboration avec l'Université Laval, a le plaisir de vous offrir les moments marquants d'une conférence présentée sous l'égide de la chaire publique de l'Allier, tenue à l'Université Laval le mardi 16 octobre 2001. Le thème proposé, la démocratie en agonie. Lorsqu'il est question de participation sociale, le malaise est palpable. Certains semblent indifférents, alors que d'autres affichent un air cynique ou méprisant, ce qui entraîne le désengagement. Pourquoi ces réactions? Parce que nous avons la désagréable impression de ne plus avoir d'emprise sur le monde qui nous entoure. La société actuelle est de plus en plus complexe et nous n'avons pas toujours la certitude que nos représentants peuvent changer les choses. Le pouvoir décisionnel semble être détenu soit par un petit nombre d'élus, soit par les marchés économiques mondiaux. Toutefois, plusieurs refusent de croire qu'ils sont réduits à l'inaction. Les citoyens ont-ils encore une possibilité d'action? Et si oui, quelle forme doit-elle prendre? Pour aborder cette question, nous recevons M. Alain Touraine, éminent sociologue français, M. Pierre F. Côté, ancien directeur général des élections du Québec, et Mme Diane Lamoureux, politicologue attachée à l'Université Laval. Il est évident que lorsqu'on se pose la question de notre rapport comme citoyenne et comme citoyen au pouvoir, la première impression qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt une impression d'extériorité ou d'impuissance. Quand on parle du gouvernement, on en parle beaucoup plus comme eux que comme nous, et on se dit qu'après tout, on a une influence très relative sur les décisions politiques qui s'y prennent. Bon, il me semble que ça tient à la nature de nos institutions politiques, mais également à la tendance à réduire nos droits politiques uniquement aux droits de vote et d'éligibilité. Si on aborde dans un premier temps la question du gouvernement représentatif, il ne faut pas se cacher l'idée que, de fait, la représentation politique, c'est un mode de sélection d'élite, c'est un mode de sélection de gouvernement. C'est pas principalement une façon de mettre le peuple au pouvoir. Si vous regardez les débats qui ont entouré l'apparition de systèmes de représentation politique en Angleterre, aux États-Unis ou en France, c'est toujours la même chose. C'est comment faire en sorte qu'il y ait une forme de représentation du peuple sans avoir le peuple directement au pouvoir. C'est la logique de la représentation politique. Alors, dans ces circonstances, il ne faut pas vraiment s'étonner si on constate, en regardant la députation dans à peu près tous les pays, de voir que les représentants politiques sont en moyenne plus riches, plus blancs, plus scolarisés, plus masculins que la moyenne de la population. Dans un tel système, c'est vrai que ce sont les représentants et non le peuple qui détiennent le pouvoir, sauf le jour des élections, si on veut reprendre la formule de Rousseau, mais enfin, ça arrive à intervalles finalement pas si fréquents. Et même ce jour-là, on peut dire que le pouvoir des citoyennes et des citoyens se résume en grande partie à un pouvoir de censure, c'est-à-dire qu'on peut sortir les sortants d'une certaine façon, mais on est très dépendant dans un processus électoral de l'offre de candidature, c'est-à-dire du spectre politique que couvrent les divers candidats et candidates à la représentation politique. Et étant donné les dynamiques de nos sociétés, cette offre de candidature a tendance à se concentrer surtout dans des systèmes uninominales à un tour, comme le système électoral qu'on connaît dans les pays de type britannique. Ça a tendance à se concentrer un peu autour de l'extrême centre, ce qui, évidemment, ne recouvre pas l'ensemble des sensibilités politiques présentes au sein d'une société.
peu importe les modes de scrutin, d'une certaine façon, ça ne résout pas ce problème fondamental que la démocratie parlementaire est avant tout un mécanisme de sélection des élites et que les modes de scrutin peuvent jouer sur l'ouverture sociale des élites, mais pas sur le phénomène de la coupure entre l'élite et le peuple, si on veut prendre des catégories simples. Et ce contrôle populaire sur la décision politique n'est pas nécessairement amélioré par les processus de décentralisation et de multiplication des instances élues. On a vu au Québec se multiplier le nombre de conseils électifs, que ce soit au niveau scolaire, au niveau de la santé, comme les CLSC, etc. Ça ne s'accompagne pas toujours d'une déconcentration du pouvoir. Et dans certains lieux comme les instances régionales qui se sont mises en place dans les 3 ou 4 dernières années ou dans les universités, on a pu constater une réduction du recours à l'élection au profit de divers mécanismes de cooptation qui sont encore pires en termes de pouvoir et de contrôle des citoyens sur les représentants que le mécanisme électif. Bon, on peut aussi penser que nos institutions pourraient être partiellement corrigées en termes de capacité de la population d'avoir un impact sur la formulation des politiques publiques par la question le recours plus fréquent des référendums. C'est évident que les référendums sont des occasions de réflexion collective et de débat public non négligeables. On en a vécu 3 au Québec, toujours autour de la même question, mais quand même, ça a été des facteurs de politisation, malgré toute la lassitude qu'on peut peut-être éprouver vis-à-vis de la question nationale québécoise. Il faut reconnaître que ça a été des occasions de politisation très large de la population et que c'est pas du tout à négliger. Mais évidemment, notre loi référendaire a des limites. Elle fait de l'Assemblée nationale le pivot de la décision du recours au référendum et il n'y a pas, comme dans d'autres pays comme la Suisse par exemple, des possibilités d'initiative populaire qui imposent, sauf au plan municipal sur certains sujets assez délimités, il n'y a pas donc de possibilité d'initiative populaire qui ferait en sorte que des questions surgissant à l'intérieur de la société, mal relayées par les partis politiques, puissent s'imposer comme enjeu de débat. Donc, d'une certaine façon, c'est vrai que si on regarde uniquement les institutions politiques, on peut se dire notre démocratie n'est pas dans une forme extraordinaire. Donc, si le droit de vote et d'éligibilité, si les institutions représentatives sont un net progrès par rapport à d'autres modes de gouvernement politique, même si évidemment ça a des limites, il faut aussi prendre conscience et faire en sorte de rappeler cette vérité première à nos gouvernants qui, après tout, ont signé des pactes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme la Déclaration des droits économiques et sociaux. Il faut leur rappeler que les droits politiques des citoyennes et des citoyens ne se limitent pas au droit de vote et d'éligibilité. Et il me semble que c'est spécialement important de le faire dans le contexte qui s'est développé depuis les attentats du 11 septembre dernier, ou dans le contexte qui s'est développé plus localement ici autour du sommet des Amériques, qui est la question de l'impératif sécuritaire et des nécessaires restrictions aux libertés publiques qu'impliquerait cet impératif sécuritaire. Alors, je vais simplement me borner à rappeler quelques-uns de ces droits. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça me semble utile de les rappeler. Alors, j'en ai listé 5, et comme vous verrez, ce n'est pas exhaustif. Le premier droit, c'est la liberté d'opinion.
la liberté d'opinion peut sembler quelque chose d'assez éloigné dans un premier temps des droits collectifs. Mais la liberté d'opinion, en fait, est quelque chose d'éminemment collectif et d'éminemment politique, puisqu'elle suppose la possibilité de se former une opinion, et ça implique entre autres des sources d'information diversifiées, dont la première condition est une presse indépendante du pouvoir politique et du pouvoir économique, et par la possibilité aussi de confronter notre opinion avec celle de nos concitoyennes et concitoyens à travers un débat public. Donc la liberté d'opinion n'est pas simplement une question de notre fort intérieur, de notre conscience personnelle, même si c'est aussi ça, c'est aussi la possibilité de débattre de nos opinions avec d'autres. Un deuxième droit dont on ne doit pas sous-estimer l'importance, c'est la liberté d'association. Ça me semble tout à fait normal d'interdire les associations qui ont pour objet de poser des gestes qui sont déjà sanctionnés par la loi. Mais ces interdictions doivent s'appuyer sur des lois qui sont clairement énoncées, qui sont générales. Ça peut sembler aussi un truisme de dire ça, mais je pense que au vu de certains projets de législation qui sont actuellement à l'ordre du jour dans plusieurs pays, ce n'est pas tout à fait inutile de le rappeler. Et ça doit surtout ne pas viser de groupes particuliers. On ne peut pas inférer, par exemple, que toute association d'étudiants arabes soit par définition islamiste. Et on a vu une tendance ces derniers temps à faire beaucoup de criminalisation par association et à inférer de certaines situations sociales objectives qui ne dépendent pas de notre volonté, des positions politiques. Alors, je pense qu'il est important, dans un contexte où certains gouvernements ont tendance à vouloir restreindre les libertés publiques, de défendre aussi la liberté d'association. Un troisième droit, c'est le droit de pétition. On a à peu près le même sentiment vis-à-vis des pétitions que vis-à-vis des élections. On a souvent le sentiment qu'on signe. Ça peut nous donner bonne conscience à certains égards. Et on a le sentiment que ça ne change pas grand-chose. C'est pas tout à fait faux quand on voit que la plupart des pétitions aboutissent malheureusement sur des tablettes. La pétition est entourée d'autres processus, toujours. Si on prend encore cet exemple du projet de loi contre la pauvreté, il y a eu un débat, il y a eu une diffusion des préoccupations, il y a eu des échanges publics autour de cette question-là, et la simple signature d'une pétition ne fait pas changer le monde, mais quelquefois ça produit des résultats, et pour ces quelquefois, c'est important de continuer à signer des pétitions pour les choses qui nous tiennent à cœur, et c'est important aussi d'engager le débat et de soulever des enjeux qui peuvent se traduire par des pétitions. Un quatrième droit qui a été un peu malmené ces derniers mois dans les événements qui ont entouré la tenue du Sommet des Amériques à Québec, c'est le droit de réunion. S'assembler pour discuter, pour créer une opinion qui ne soit pas que l'agrégation de diverses opinions particulières, ce que sont les sondages, c'est extrêmement important pour la santé démocratique de nos sociétés. C'est des réunions que peut émerger la confrontation publique des points de vue. Je pense que notre réunion ici peut en être un exemple. Et ça signifie de pouvoir disposer de lieux de réunion convenables et accessibles, tant physiquement que financièrement. Un cinquième droit, c'est le droit de manifestation. C'est d'autant plus important de défendre le droit de manifestation que toutes sortes de sensibilités politiques ne trouvent pas, pour diverses raisons, de relais dans les institutions politiques. Dans ce contexte-là, la manifestation est souvent le seul recours qui reste à des parties parfois importantes de la population. Le droit de manifestation, c'est important à maintenir et c'est probablement l'un des droits les plus menacés
comme on peut le voir avec ce qui se passe en ce moment même à Toronto autour des manifestations anti-pauvreté, et comme on peut le voir aussi avec la tendance qui s'est accrue ces dernières années à vouloir absolument protéger les décideurs politiques par des clôtures ou autres dispositifs d'éventuels manifestants. Donc je dirais, pour conclure cette brève introduction, que la citoyenneté, c'est l'ensemble de ces droits-là. Ça implique à la fois une présence et une participation. Une présence qui peut être de divers ordres. On ne peut pas être mobilisé politiquement à 100%, 7 jours par semaine, tous les jours de notre vie. C'est évident qu'il y a des hauts et des bas dans notre implication politique, qu'il y a des questions qui nous tiennent plus à cœur que d'autres et qu'on est prête à mettre plus d'énergie sur certains enjeux que d'autres. Mais cette présence, elle demeure importante. On ne peut pas uniquement formuler des opinions politiques par Internet, par des chat groups, etc. C'est important aussi de pouvoir se confronter, quelquefois s'affronter, et c'est important de pouvoir donc se rencontrer pour débattre. La participation, ça a aussi comme effet de multiplier ce qu'on pourrait appeler notre état d'alerte et notre sensibilité par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça nous permet aussi d'opérer des liens entre des éléments qui, à première vue, peuvent apparaître disjoints. Et je voudrais souligner que dans un contexte où à plusieurs endroits de la planète, la totalité ou une partie des droits que j'ai énumérés n'existe pas, il serait grave pour nous qui en bénéficions, après les luttes qui ont été nécessaires pour les obtenir, de ne pas s'en servir. Et c'est seulement en utilisant pleinement l'ensemble de ces droits que nous serons en mesure d'en envisager l'extension, car la démocratie n'est jamais achevée, n'est jamais parfaite. La démocratie est toujours à construire et à approfondir. Il y aura toujours des exclusions. Il faut s'assurer qu'elles soient les plus minimes possibles, mais ça demande un labeur incessant. Donc, c'est en utilisant pleinement l'ensemble de ces droits que nous serons en mesure d'en envisager l'extension ou le maintien, à la fois pour nous, mais aussi pour ceux et celles auxquels on les nie encore trop souvent. La démocratie n'est pas nécessairement en agonie, mais elle est cependant, à bien des égards, faiblarde. Regardons très rapidement, pour les qualifier sans apporter toutes les nuances qui s'imposent, ce qui se passe dans différents pays. Aux États-Unis, on a ce qui vous appelez, pour faire fonctionner la démocratie, les PACs et la soft money. On a même trouvé le moyen d'utiliser en Floride, lors des dernières élections, un système électoral qui est désuet depuis les années 50, les punch cards. En France, on a certaines difficultés, mais on qualifie ça pudiquement des affaires. En Grande-Bretagne, le premier ministre Tony Blair a demandé un rapport, dont je vais vous faire état tout à l'heure, qui semble, à mon avis, être une évolution fort intéressante, l'amélioration de la démocratie dans les pays anglo-saxons, qui est le rapport Jenkins. Au Canada, on a une division des tendances canadiennes, actuellement, qui comporte un prix. On a parfois l'impression d'avoir un parti unique et de ne pas avoir possibilité que d'autres que le parti unique se fassent élire sur le plan fédéral. Dans les provinces, l'Ontario s'enligne sur le fédéral à tous égards, et non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan de l'administration des élections. À titre d'exemple, les circonscriptions électorales en Ontario sont maintenant les mêmes que celles du fédéral. Au Québec, on prétend avoir un modèle assez unique, en particulier concernant le financement
populaire des partis politiques, qui est l'héritage de M. René Lévesque. Et je dois vous dire que j'étais assez fier dès le début de mes fonctions comme directeur général des élections, d'avoir la responsabilité de la mise en application de ces mesures. Cependant, de ce temps-ci, j'ai l'impression qu'on maintient joyeusement une certaine fiction à cet égard, parce qu'il y a des facilités de contourner la loi dont on ne tient pas compte et qu'on ne veut pas suffisamment reconnaître, et je pense qu'il y aurait des solutions à y apporter. Je dis que la démocratie est faiblarde, et à titre d'exemple, si on y prend garde, au Québec en particulier, on peut perdre des bouts de démocratie. Par exemple, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, il était fait obligation pour les personnes élues à l'Assemblée législative de l'époque de rendre publiques leurs dépenses électorales. Au début du siècle, on a aboli cette mesure et pendant près de 60 ans, personne ne s'est posé la question. Il a fallu des années 60 pour que ça revienne sur le tapis et que l'on s'est dit, ce serait peut-être pas mauvais que les électeurs connaissent un petit peu quelles sont les contributions, mais d'abord les dépenses électorales effectuées et les contributions. C'est une période de notre histoire démocratique qui m'inquiète, qui ferait l'objet d'une belle thèse, incidemment, pour un étudiant. Mais comment ça se fait que pendant près de 60 ans, on ne s'est pas posé ces questions-là? Et vous connaissez l'époque de Tachereau et de Duplessis, où on avait moult raisons pour se la poser. Cependant, ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. Je voudrais insister sur ce qui m'apparaît une nouvelle donne dans le domaine démocratique, en Amérique du Nord en particulier. Et je fais référence à ce qui peut vous sembler un truisme, mais qui pour moi mérite réflexion et approfondissement, qui est l'intervention de la télévision dans les débats politiques. C'est une réalité incontournable qui est tellement présente qu'on ne la réalise plus, qui occupe tellement l'espace médiatique à tous égards, que les journaux sont relégués et les revues sont reléguées au dixième rang. Et prenons l'exemple de ce qui se passe présentement. On dit que, par exemple, les campagnes électorales municipales n'ont pas la publicité ou l'information requise, étant l'espace télévisuel étant occupé par les événements du 11 septembre. Ce que je voudrais vous signaler, et c'est plutôt une intuition que j'ai qu'une affirmation scientifique. La télévision est véhicule, forcément, ça va de soi, véhicule des images. Fait d'abord appel à l'imagination, à l'imaginaire. Et pour reprendre la phrase célèbre, on serait tenté de dire que le médium est le message. Mais ce qu'on réalise, c'est que la pensée, la réflexion, les idées politiques ou les idées tout court sont parfois reléguées au second plan. Je disais au professeur Balthazar, qui participait à plusieurs émissions, avec les émissions du 11 octobre, ton intervention, je suis de mes bons amis, ton intervention a été remarquable, extraordinaire. Mais est-ce que beaucoup de gens qui, par la suite, t'ont dit que tu avais soumis telle ou telle idée? C'est pas ce que les gens ont retenu. Ils ont retenu que tu passais bien l'écran, tu étais intervenu calmement, puis tu as semblé avoir dit des choses sensées. Mais ce qu'il a dit, on le sait trop. Et c'est une des difficultés de la télévision. Tout, à mon égard, toute campagne électorale démocratique en Amérique du Nord est en quelque sorte chamboulée par cette intervention. Et la difficulté de la télévision, c'est qu'on passe ou on ne passe pas l'écran. Vous avez, pour prendre des exemples célèbres, M. Chrétien qui passe bien à la télévision, ce n'est pas une question de beauté. M. Mulroney qui passait plus difficilement. Le même phénomène aussi avec M. Bush et Clinton. La principale difficulté de l'intervention constante de la télévision comme véhicule d'images et parfois d'idées, c'est que c'est un miroir. On ne peut y échapper. Ça reflète exactement ce qu'une personne est. Les meilleurs conseillers télévisuels pourront faire des suggestions aux politiciens pour leur dire comment se présenter, comment parler, comment sourire. Mais au bout de 3 présentations, c'est plus nécessaire, on sait d'instinct quelle est la personne dont on voit l'image. À tel point que, par exemple,
les personnes les plus habiles pour déceler ça sont les femmes, qui presque automatiquement, en voyant une image d'un politicien à la télévision, ont la réaction « j'ai confiance » ou « j'ai pas confiance ». Et c'est la plupart des cas, elles ne se trompent pas, parce qu'elles ont bien perçu le message que projette l'image et le message que représente la personne. On peut donc se poser la question, comment donc l'utiliser? Comment l'utiliser pour des fins démocratiques, encore une fois? Évidemment, ce que recherche avant tout la télévision, c'est le sensationnel. Mais ce qu'on appelle actuellement la société civile, parce qu'on ne trouve pas d'autres façons de désigner, les sans-voix, les personnes qui n'ont pas accès, il faut pouvoir faire connaître les minoritaires, en fait, toutes les catégories de personnes qui n'ont pas accès facilement à la télévision, qu'est-ce qu'ils font? On y a fait référence, Mme Leroux y a fait référence tout à l'heure. On le fait souvent par des manifestations de violence. Et à ce moment-là, c'est un élément de nouvelle, donc on fait parler de nous à la télévision. Et il faudrait peut-être se demander, je verrai tout à l'heure, une ou deux suggestions que je vais vous faire sur la façon dont on pourrait l'utiliser. À cet égard, pour les personnes qui sont sans voix. On m'a demandé de vous dire deux mots sur les fusions municipales. Vous devinez que dans mes fonctions, je ne ferai pas de commentaires de nature politique. Cependant, je peux vous dire ma surprise de voir qu'on a parlé de fusion, de défusion, et nous sommes en pleine confusion. Sur le plan démocratique, parce qu'on a prétendu utiliser un mode de consultation qui s'appelle le référendum ou le plébiscite, il y a une distinction entre les deux, à mon avis, pour permettre aux personnes ou aux entités contre les fusions de pouvoir se prononcer. Le véhicule n'était pas le bon. On réalise parce qu'il y a un problème de juridiction qui se pose, mais on a pris le moyen qu'on croyait prendre pour pouvoir manifester son désaccord. Quels sont les éléments de solution rapidement, parce qu'on m'a demandé d'être bref mais court, les éléments de solution que je suggère qu'on peut envisager vis-à-vis ces difficultés que rencontre la démocratie. Évidemment, le principal problème, quand je parle de télévision, je parle d'argent et de financement. La télévision coûte cher, à tel point que, par exemple, au Québec, il y a des chiffres qui ont été publiés là-dessus, et c'est vrai pour les élections fédérales, c'est vrai dans toutes les provinces et aux États-Unis, les budgets pour la télévision sont absolument faramineux. Et la façon par exemple aux États-Unis, ce qui est assez extraordinaire, la façon de contourner cette difficulté, parce qu'il y a des limites aux dépenses électorales lors d'une élection présidentielle, on appelle ça le soft money. Vous savez ce que c'est que le soft money? C'est le fait de contourner la loi fédérale et donner de l'argent non pas à un candidat à la présidence, mais aux partis politiques. Or, ça finit par des milliards de dollars, finalement, qui sont utilisés pour des fins électorales. Dans le domaine de la télévision, toujours, il me semble qu'une des façons que pourraient utiliser les groupes qui veulent faire pression serait au départ, sinon pas d'argent, d'utiliser les périodes creuses, de jouer un tour à la télévision et d'utiliser les périodes creuses de la télévision. Si vous regardez la fin des programmes, au Québec, des télévisions et la reprise, il y a des appels creux, il y a des périodes creuses, pardon, et des rediffusions. C'est le moment idéal pour essayer de s'exprimer parce que ça va faire une nouvelle. Donc, il y aurait peut-être à utiliser ce créneau. Mais à cet égard, il ne faut pas se décourager et puis il faut s'impliquer. Deux autres pistes de réflexion. Je pense qu'il faudrait que nous ayons, à tout le moins au Québec, un nouveau mode de scrutin. J'ai fait référence tout à l'heure au rapport Jenkins, qui est un rapport qui a été soumis au Premier ministre de Grande-Bretagne il y a quelques mois, mais qui est une solution, à mon avis, qu'il vaudrait la peine d'approfondir pour le Québec, parce qu'elle est dans la ligne du système électoral britannique, majoritaire uninominal à un tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80 ou 85% des députés sont élus selon le mode habituel et le restant selon un mode proportionnel, mais de type d'un choix préférentiel. À cet égard, je vous signale que les petits pas qu'on peut faire peuvent nous aider, nous éclairer pour l'avenir. J'ai, par exemple, rédigé un code électoral pour les Hurons-Wendat
ici dans la région de Québec, où le mode de scrutin qui a été utilisé est le vote préférentiel de type australien. C'est le seul endroit au Canada, je pense, où c'est utilisé. Ça peut servir de modèle non seulement pour les Amérindiens au Canada, mais ça pourrait servir de modèle également, par exemple, pour des élections municipales. Et on pourrait commencer, lors des prochaines élections municipales, à avoir au moins une certaine forme de proportionnel pour voir qu'est-ce que ça dit et si ça passerait la rampe de l'opinion publique. Mais de toute façon, si on change le mode de scrutin au Québec, j'ai toujours préconisé qu'il faudrait qu'il soit approuvé par un référendum parce que c'est un changement de mentalité trop profond. Ça fait déjà 100 ans que nous disions celui-là, et avant de le changer et d'habituer les gens, ça suppose qu'on a une vaste campagne d'information. Je veux terminer en vous disant qu'il ne faut pas se décourager. Il faut réfléchir encore sur le système démocratique. Il faut faire tous les efforts possibles et impossibles pour qu'elle soit implantée de façon la plus parfaite possible, d'abord chez nous et à travers le monde, parce que c'est le seul système qui en vaille la peine, le seul système de gouvernement qui en vaille la peine et qui peut donner une certaine satisfaction aux électeurs parce qu'ils ont le sentiment d'avoir au moins participé au choix de leurs dirigeants. Premièrement, il faudrait quand même définir de quoi on parle. Or, la démocratie, ce n'est certainement pas le pouvoir du peuple à la Rousseau. Ceci donne lieu ou ouvre la porte à toutes les manipulations. Ce n'est pas seulement une démocratie, si je puis dire, à l'anglais, c'est-à-dire, comme on dit quelquefois, une démocratie de procédure, c'est-à-dire les institutions tout à fait essentielles. S'il n'y a pas d'élections libres, il n'y a pas de démocratie, mais il peut y avoir des élections libres et pas de démocratie. Alors, je dirais que, comme ça, avec les termes du sens commun, que la démocratie, c'est le système ou la situation ou le processus par lequel des demandes sociales, généralement multiples, sont transformées en choix politiques au niveau des institutions et de telle manière qu'au niveau de l'État et du gouvernement soient respectées des limites au pouvoir. Autrement dit, représentativité, à l'autre extrémité, limitation, et entre les deux, libre choix. Les trois éléments me semblent essentiels, et donc réfléchir sur la démocratie, c'est se demander quels sont les facteurs positifs ou négatifs qui font partir d'en bas, qui permettent la transformation en choix politique au milieu et qui vont se traduire en capacité de limiter l'État ou, si vous voulez, en droit. Alors, je vais prendre les trois points l'un après l'autre. Et pour aller très vite, je dirais que la démocratie représentative existe dans la mesure, ou est forte dans la mesure, où il y a du représentable, où il y a de la représentabilité, c'est-à-dire que les demandes populaires, les demandes de la population sont claires et sont organisées en amont des institutions politiques. Les démocraties occidentales ont fonctionné pendant très longtemps comme mise en forme politique des demandes ouvrières ou des demandes, d'ailleurs, des entreprises. C'est-à-dire qu'il y avait le mouvement ouvrier, il y avait les organisations d'entrepreneurs, tout ça au niveau de la société, et ça se traduisait, c'était représenté au niveau politique. Aujourd'hui, je ne m'étends pas là-dessus, on peut dire qu'il
a pas de problème central, qu'en effet, et la télévision y joue probablement un rôle, il y a une énorme dispersion, un énorme fractionnement, qu'il y a des minorités qui se défendent, etc. Oui, néanmoins, je dirais que là-dessus, je serais plus prudent ou plus content. Et je pense que de nos jours, il y a au moins 2 thèmes qui ont relativement aggloméré les demandes autour d'elles et qui ont fait que la représentativité a été maintenue. Un premier thème, c'est celui de l'environnement, disons, sous une forme ou sous une autre, pas forcément sous la forme d'un parti politique, mais je pense qu'il y a eu des coupures relativement importantes. Le deuxième problème, et qui est d'une certaine manière beaucoup plus fondamental, c'est l'action des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde, nous considérons presque tous que c'est le critère le plus important pour juger un gouvernement. Après tout, dans les sentiments qui se sont éveillés à l'égard de, je ne sais pas, des talibans, bien avant le 11 septembre, il y avait ces images de femmes enfermées dans leur tchadri, et déjà en Iran, le tchador, c'était pas très brillant. Bon, alors là, je dis, nous avons de temps en temps, et dans une certaine mesure, une fonction de représentation. Mais, et là c'est un raisonnement un peu plus compliqué, tout ça va très bien quand les problèmes fondamentaux sont ceux du fonctionnement d'une société. C'est pourquoi je vous disais, problème syndical, les rapports entre patrons et ouvriers, c'est ça qui a nourri la démocratie. Lorsque les problèmes d'une société ne sont pas des problèmes internes de distribution du pouvoir, des richesses à l'intérieur d'elle-même, lorsque les problèmes sont d'une autre nature, c'est-à-dire du mode des modalités du changement historique, lorsque, pour parler clair, les problèmes centraux ne sont pas ceux de la société industrielle, mais ceux de l'industrialisation. À ce moment-là, la base sociale intervient moins. À ce moment-là, les grands problèmes, c'est soit la guerre, et quand même, c'est pas la guerre que la plupart des États modernes se sont constitués et même se sont industrialisés, voire évidemment le cas allemand, le cas japonais, etc., mais bien d'autres. Et surtout, on a affaire à des catégories dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais qui sont par exemple le capitalisme, le socialisme, qui sont des catégories politiques et non pas des catégories sociales. Et vous savez bien que le monde, une partie du monde, et quasiment tout le monde, s'est divisé en 2 grands blocs. Le bloc auquel, sans aucun doute, vous avez toujours appartenu, qui est de dire le mouvement social, le mouvement ouvrier, le mouvement national reste la base. Et les partis vont représenter ça. Et puis il y a l'autre moitié du monde où on a dit c'est le parti politique, c'est l'action politique, c'est même le dictateur ou enfin le héros qui commande et qui va contrôler les syndicats, les mouvements nationaux, les mouvements sportifs, féminins, tout ce que vous voulez. Bon. Et la démocratie, elle est passée entre les deux. Alors j'en viens maintenant au deuxième niveau d'analyse, c'est-à-dire au passage aux politiques. Ça, c'est tout à fait intéressant, c'est presque technique comme problème, même s'il n'y a pas un système bipartisan, disons, à l'américaine ou à l'anglaise qui élimine grosso modo les tiers partis, il faut qu'il y ait une certaine simplicité et clarté des choix. Alors ceci est assez compliqué, et ceci, dans une certaine mesure, se rapproche de ce que j'ai dit, c'est-à-dire il faut que tout s'agglomère, mais ceci aussi tient à ce qui a déjà été évoqué avant moi,
c'est-à-dire au sentiment que quand je vote ou quand j'émets une préférence, cela est significatif et a de l'importance. Or, dans la période où nous vivons, et surtout, je dirais, dans la décennie que nous venons de vivre, s'est répandue l'idée que puisque l'économie était mondiale et qu'il n'y a pas de pouvoir mondial, les pouvoirs politiques, les actions sociales, les influences culturelles, ça ne comptait plus. Et on a parlé de pensée unique, et au fond, la grande idée, c'était « on ne peut rien y faire ». Et c'est l'économie qui commande, le politique est complètement dévalorisé. Nous avons vécu 10 ans, 12 ans, dont tout le monde parle, les partis politiques se sont dévalorisés, les syndicats ont reculé, les interventions sociales de l'État ont reculé. Le politique a tendu à disparaître. En effet, il y a eu un court-circuit qui a fait passer directement de la consommation au pouvoir économique. Et je dirais, mais peut-être on y reviendra dans la discussion, je dirais que je suis profondément convaincu que cette période qui a commencé avec la chute du mur de Berlin, qui a commencé avec la chute du système soviétique, vient de se terminer et que l'illusion que l'économie peut vivre toute seule, que le politique, le social, le culturel, ça n'intervient pas. Je pense que cette illusion économiste, symbolisée par le mot de globalisation, vient de s'écrouler avec les tours. Et que maintenant, nous sentons tous la nécessité de repolitiser, de recréer des débats politiques, à la fois dans notre partie du monde et, si c'est possible, dans d'autres parties du monde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, beaucoup d'entre nous sentent aujourd'hui la nécessité de donner à la demande d'un État national palestinien une réponse positive, parce que ça, c'est un acte politique et que, par conséquent, les gens ne se sentent plus vaguement islamiques, musulmans, que sais-je. Ils se sentent d'abord des gens qui ont réussi à créer un État. Et mais je n'ai pas le temps d'en parler, nous essayons à notre manière de faire ça en réanimant la vie politique à travers des mouvements anti-globalisation. J'en viens à mon dernier point, qui est l'État. Là, je serais volontiers britannique, c'est-à-dire, pour prendre le vocabulaire britannique, la démocratie doit être avant tout négative, c'est-à-dire qu'elle limite. Vous savez, dans l'histoire, je ne vais pas m'y attarder, mais il y a eu deux grands modèles de développement démocratique. Il y a eu d'un côté le modèle, appelons-le franco-américain ou américano-français, qui est l'affirmation de la République, de la nation, du peuple, généralement, surtout aux États-Unis, inscrit dans une constitution. Et puis il y a une deuxième grande tradition, qui est la tradition probablement née en Hollande et qui a été anglaise et qui consiste, ou si vous voulez, d'un côté Rousseau, de l'autre côté Locke, pour prendre les comparaisons habituelles ou les symboles habituels, et qui essentiellement dit « je limite les pouvoirs de l'État », alors que les Américains et les Français, je parle de leur révolution, étaient plutôt favorables à l'extension de l'idée de république. Alors le problème, c'est qu'il y a une démocratie forte, dans la mesure où le rôle de l'État est de permettre, de faciliter, d'accélérer la reconnaissance d'un certain type de droit. Nous avons eu une première époque démocratique. C'est lorsque les uns et les autres, anglais et hollandais d'abord, américains et français ensuite, nous avons établi, reconnu des droits civiques. Et par conséquent,
et par conséquent la limitation la plus stricte, en particulier dans le domaine judiciaire, des privilèges de l'État. Ensuite, comme je l'ai déjà indiqué, 100 ans plus tard, nous nous sommes battus essentiellement pour des droits sociaux. Et Dieu sait que dans ce pays, qui est un pays qui a été, qui est encore un des pays les plus industriels et les plus ouvriers du monde, tout cela a joué un rôle considérable. Et à l'échelle du monde, je dirais, et c'est pourquoi j'ai évoqué le mot de social-démocratie, de démocratie industrielle, la démocratie a été vivante dans la mesure où elle a créé des droits sociaux. Et aujourd'hui, moi, je pense que nos démocraties ne peuvent être vigoureuses que si elles comprennent clairement que leur objectif doit être de faire reconnaître, de protéger, de développer une nouvelle catégorie de droits qui s'ajoute aux droits civiques, qui s'ajoute aux droits sociaux. Il s'agit des droits culturels. Et par conséquent, dans la mesure où nous avons à discuter de la reconnaissance, d'abord, femmes-hommes, là, c'est une autre nature, mais à un niveau plus bas, mais quand même très important, tous les thèmes des minorités, qu'il s'agisse de minorités ethniques ou de handicapés, de minorités religieuses ou de minorités d'opinion d'un type ou d'un autre, nous devons, et nous, c'est ce que nous essayons tous de faire dans la vie quotidienne et dans la vie politique, qui est de dire comment pouvons-nous gérer des différences tout en gardant une unité. Comment pouvons-nous faire que la majorité reconnaisse les droits des minorités, ce qui suppose que les minorités reconnaissent les droits de la majorité. Je termine ainsi en disant qu'à l'heure actuelle, les fonctionnements institutionnels ne vont pas si mal. Ce qui va mal, c'est que ces institutions politiques apparaissent un peu suspendues dans le vide. Il n'y a pas d'objectif élevé parce que ces campagnes pour les droits culturels se heurtent à beaucoup de résistance, mais pas dans tous les pays, en particulier le vôtre est très en avance là-dessus. Et de l'autre côté, la vie sociale est en effet elle-même très peu mobilisée. Il n'y a pas grand-chose en amont des institutions politiques qui sont plus ou moins solides, il n'y a pas grand-chose non plus en aval, et c'est ce qui explique l'affaiblissement de la démocratie. Ce que je crois, c'est que les institutions démocratiques n'ont de force que dans la mesure où elles jouent le rôle de passage de demande sociale à des droits établis par l'État et qui limitent la puissance de cet État lui-même. Merci, M. Alain Touraine. Merci, M. Pierre-Yves Côté, Mme Diane Lamoureux. Nous avons été tous, comme vous avez dû le remarquer, particulièrement attentifs à vos propos et vous avez été également très attentifs ici sur la scène aux propos les uns des autres. Alors, avant de vous donner la parole à vous dans l'assistance, j'aimerais demander spontanément à un ou l'autre de nos invités de réagir aux propos de ses collègues. Je voudrais revenir à un problème qui a été évoqué, mais pas vraiment analysé par M. Touraine, c'est tout le problème de la disjonction qu'on peut constater actuellement entre, faute de meilleurs termes, la société civile ou les gens d'en bas et les institutions politiques. C'est-à-dire que, effectivement, notre système de représentation politique un peu partout dans le monde occidental est conçu pour représenter plus ou moins adéquatement, et là interviennent les modes de scrutin, des sociétés qui sont polarisées autour d'un seul enjeu.
ou d'enjeux quand même limités. Or, ce qu'on peut constater depuis au moins une vingtaine d'années, c'est que les enjeux ne se réduisent pas à un ou deux, mais les enjeux sont de plus en plus multiples. Alors là, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a le problème de la capacité de faire émerger ces enjeux dans le discours politique, et donc pas simplement de formuler quelque chose qui soit clairement exprimé, mais aussi clairement entendu. Je veux dire, au Québec, on a vécu durant des années avec le « What does Québec want ?» Et là, c'était très clair. Ce n'était pas parce que ce n'était pas formulé, c'était que ce n'était pas entendu par l'interlocuteur. Il y a toute une série de mouvements qui ont été confrontés à ça, que ce soit les minorités dites culturelles, les femmes qui ne sont pas une minorité, soit dit en passant. C'est toujours, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne pourrait pas le dire clairement. Or, c'est dit d'une certaine façon, mais c'est dit, il y a aussi des ruptures de langage commun qui rendent de plus en plus difficile même d'entendre ce qui se dit. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement une question de relais institutionnel, mais c'est aussi une question de distance entre les gens qui décident et les gens qui s'expriment, et de distance sociale, de distance d'univers. Et ça, c'est en partie lié à ce que je pourrais appeler le dépérissement du débat au profit de la gestion des populations. Merci. Donc, je vous invite à prendre la parole. La mondialisation, en ce moment, menace la démocratie parce que les débats se font derrière les portes closes, derrière les barricades qu'a évoquées ma collègue Diane Lamoureux, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une autre façon de voir ce lien entre mondialisation et démocratie, dans le sens que, au fond, la mondialisation va permettre peut-être l'émergence de régimes plus démocratiques dans un grand nombre de sociétés. Et je pense en particulier au cas de la Chine, dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'il ne faudrait pas établir davantage de relations avec la Chine, même s'il y a un régime autoritaire en ce moment, pour justement faciliter là-bas l'émergence de réseaux de circulation d'idées, de personnes, de marchandises, etc., et qui vont peut-être à terme encourager une opposition interne et, bref, arriver à l'émergence d'un monde plus démocratique. Donc, quel est le lien qu'il faut faire, en d'autres termes, entre mondialisation et démocratie? Mondialisation et démocratie. Ma réponse est celle-ci. Si la globalisation, la mondialisation, signifie qu'une part croissante des activités économiques et autres se passe au niveau du monde, je dirais qu'au total, l'effet est démocratique, parce que ça veut dire que 600 millions de personnes participent à l'économie de marché, que je ne sais pas combien de centaines de millions ou de milliards de gens ont accès à la télévision, etc. Mais ce sens-là, à mes yeux, est un sens complètement secondaire. Et ce qu'on entend par globalisation, c'est une idéologie que je définissais tout à l'heure et que je vais redéfinir, mais nous la connaissons bien, nous l'avons connue déjà et pratiquée. Vous étiez un peu jeune à ce moment-là, entre 1880 et 1914. C'est-à-dire qu'il y a là une économie complètement séparée de tout contrôle, c'est-à-dire le capitalisme à l'état pur, qui est en plus un capitalisme financier et internationalisé, ce que, au début du XXe siècle, les économistes appelaient impérialisme, un mot qui a un peu disparu de notre vocabulaire. Et je dirais que le résultat, qui n'est pas dans les faits, mais qui est dans l'idéologie, et l'idéologie pénètre les conduites, c'est bien qu'au fond, personne ne dirige, personne ne domine l'économie, personne ne peut rien faire, si bien que tout est en fait dans les mains, encore une fois, assez impersonnelles de groupes dirigeants ou de groupes militaires ou d'un pays hégémonique comme l'est les États-Unis. Deuxième question,
est-ce que l'ouverture de l'économie et le formidable mouvement qui chasse, si je peux dire, des centaines de millions de Chinois de la société rurale pour aller soit sur la côte industrialisée, soit sur les grandes routes, est-ce que tout ça va se traduire finalement par de la libéralisation politique? C'est en général ce que pensent les observateurs étrangers, et j'ai demandé à, je crois, plusieurs ambassadeurs de pays occidentaux, oui, tout ça va s'ouvrir, tout ça va s'ouvrir. Je pense exactement le contraire. Les années 80, vous voyez monter non seulement le mouvement étudiant, mais le mouvement littéraire, le cinéma, le théâtre, etc. Années 90, rien. Quelques films qu'on exporte qui ont des marchés extérieurs, étrangers, et le développement économique de la Chine, l'ouverture économique de la Chine, ne s'est traduite par aucune ouverture sociale. C'est pas qu'il ne se passe rien. Tous les jours, il y a des centaines de grèves. Tous les jours, il y a des dizaines d'occupations des bâtiments publics. Mais c'est du local. Dès que ça arrive au niveau du district, en tôle. Et lorsqu'il y a eu des modes d'expression, par exemple religieux, alors là, la répression est extrêmement grave. Donc, je dirais, je ne crois pas qu'il y ait un lien nécessaire à court terme entre la démocratie et, disons, le développement. Je serais plutôt partisan de la thèse que sans démocratie, il n'y a pas de développement à long terme, mais certainement je n'accepte pas la vieille thèse de mon ami Lipset qui dit « la démocratie est un sous-produit du développement ». Pour l'instant, nous sommes dans un monde où il y a eu et il y a encore beaucoup de régimes autoritaires qui sont des agents de développement économique, comme l'avait été Pinochet ou comme l'avait été bien d'autres. Donc, je serais pour le moment, disons, porté en grande partie à cause de l'exemple chinois, porté à penser que vous n'avez pas de développement démocratique au niveau des institutions politiques si vous n'avez pas des pressions sociales et si de l'autre côté l'État n'est pas amené à reconnaître des droits. Or, pour le moment, c'est-à-dire disons depuis la fin de Mao et de la bande des quatre, je ne pense pas qu'on ait vu se développer une telle logique. Peut-être ça se développera dans l'avenir, mais pour l'instant, je ne vois pas. Les conférences de la chaire publique de l'Allier constituent un savoir en partage. C'est l'occasion de favoriser les débats, d'affirmer le sens critique et de promouvoir la vulgarisation des connaissances à l'égard des grandes préoccupations actuelles.